Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière audition du jour sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en France avec un focus pour cette dernière audition sur la situation dans les Outre-mer. Nous avons le plaisir d'accueillir nos collègues Élie Kalifer, députée de la Guadeloupe, Michael Seo, député de Wallis et Futuna, ainsi que Giovanni William, député de Martinique. Vous étiez tous les trois rapporteurs d'une mission d'information sur la situation démographique des Outre-mer qui a rendu ses conclusions en janvier. Et nous accueillons également Claude Valentin-Marie, démographe et conseiller pour l'Outre-mer auprès de la direction de l'INED. Je vous remercie tous d'être présents pour venir éclairer nos travaux cet après-midi. Notre mission d'information n'a donc pas encore abordé spécifiquement la question de la natalité au sein des Outre-mer. Nous ne souhaitions pas être redondants par rapport au travail très minutieux et très riche que vous avez déjà accompli. Pour autant, il nous semblait indispensable de pouvoir vous entendre et pleinement prendre en compte les problématiques spécifiques aux territoires ultramarins et pouvoir les relayer, le cas échéant, dans les recommandations que nous pourrons émettre. Je vais vous inviter à prendre la parole pour un propos introductif. On va peut-être laisser Monsieur Marie faire un premier exposé pour bien cadrer le sujet. Et puis, je vous laisserai ensuite intervenir dans l'ordre que vous souhaitez. Je vous précise, mais vous avez l'habitude, que cette audition est retransmise en direct et qu'elle sera disponible par la suite sur le site de l'Assemblée nationale. Monsieur Marie, je vous laisse la parole. Voilà, pardon. Merci beaucoup. En tous les cas, je vous remercie de cette invitation et c'est un plaisir pour moi de venir partager avec vous les travaux qui sont engagés sur les questions de l'outre-mer. Et puisque vous posez des questions de croissance démographique, de natalité, etc., je vais commencer par dire, parce que c'est absolument important, il n'y a pas l'outre-mer, il y a les outre-mer. Ce qui signifie que ce qui est très important, à mon sens, et c'est le sens du travail que j'ai entrepris, c'est justement de montrer ces spécificités. Parce que les questions que vous vous posez ici sur la question de la croissance démographique, de la natalité, etc., ne se posent absolument pas dans les mêmes termes selon que je sois en Guyane, à Mayotte, en Guadeloupe ou à La Réunion. Donc de ce point de vue, les enjeux d'un déficit démographique, pour le dire assez rapidement, puisqu'on a un grand débat en France générale sur les risques que la France a de voir sa démographie se réduire du fait de naissances qui ne sont pas importantes, ce sont des choses qui spécifiquement concernent les Antilles. Alors je vais essayer d'aller assez rapidement. On a dans ce graphique que vous voyez là une situation dans laquelle j'ai essayé de montrer les évolutions. C'est bon pour vous ? C'est bon, d'accord. Donc j'ai essayé de présenter sur ce graphique une situation qui vous permet de voir les spécificités de chacun de ces territoires. Et vous voyez donc que la Martinique et la Guadeloupe sont dans une situation tout à fait comparable, avec tout de suite ce que vous pouvez constater, c'est que nous sommes dans une situation de décroissance démographique en Guadeloupe, là où partout ailleurs on est dans une situation de croissance démographique. Premier élément qui situe les choses, on ne parle absolument pas de la même chose. Ce qui est important, c'est de considérer qu'on a dans chaque territoire une spécificité, à la seule distinction des Antilles où il y a une similitude extrêmement forte. Ça, c'est un point important. Ensuite, si je regarde maintenant par grandes régions et des évolutions de population, je vous ai fait un petit graphique rapide sur la situation de l'évolution 2010-2024 et vous voyez sur le tableau juste dessous combien la Martinique et la Guadeloupe sont dans une situation de décroissance démographique, avec une dépopulation qui est extrêmement importante, en valeur absolue déjà, mais en valeur relative, c'est encore plus important, et j'essaierai de le confirmer par la suite. En revanche, nous avons une situation pour la Guyane et la Réunion qui est tout à fait différente, parce que là, on est encore en croissance démographique, mais cette croissance démographique, dans sa composition, dans sa qualité, dans son mouvement, n'est pas la même à la Réunion qu'à la Guyane. Gardez ça à l'esprit. C'est-à-dire qu'on est dans le même mouvement, mais pour des réalités qui sont différentes. Les Antilles, et puisque vous êtes sur les questions de natalité, de naissance, etc., vous avez ce graphique qui vous montre qu'on est dans une chute absolument considérable, rapide, de la natalité aux Antilles. On est passé en gros, si vous voulez, dans les années, je ne dis pas ça pour les plus vieux, 40, 47, c'est plutôt moi, où on était à 6 enfants par femme, on est aujourd'hui en dessous du seuil de reproduction de la natalité. Nous sommes à moins de 1,9.
Donc la première chose qu'il faut considérer de cette affaire, c'est l'extrême rapidité avec laquelle s'est opérée cette chute importante des naissances qui va se répercuter, on le verra tout à l'heure, sur la natalité, qui se répercutera sur le volume de la population. Effectivement, on a une nette diminution des femmes ayant un enfant avant 20 ans, c'est-à-dire que, y compris pour les jeunes femmes, la diminution des naissances est extrêmement importante. Ce qui est important de voir, c'est effectivement de regarder par classe d'âge comment cette dynamique démographique fonctionne. Et vous voyez qu'on est là dans une situation qui est tout à fait particulière. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un déficit démographique puisque le renouvellement des générations n'est pas assuré. Il y a plus de décès en Martinique aujourd'hui qu'il n'y a de naissances. Et donc, on est dans une situation de décroissance de la population. Et on verra tout à l'heure que cette décroissance s'accompagne de vieillissement de la population. Il n'en va absolument pas de même à La Réunion et à Mayotte, puisque là, au contraire, nous avons bien, dans ces deux cas, une chute sensible des naissances, variable plus importante à La Réunion qu'à Mayotte, mais nous avons toujours une croissance démographique parce qu'il y a toujours plus de naissances que de décès. Donc, ce que nous appelons la croissance naturelle est encore tout à fait assurée à La Réunion, à Mayotte et également en Guyane. Donc, de ce point de vue, on a donc déjà très clairement sur simplement les volumes de population et les volumes de naissance et la structure des populations, des éléments qui sont assez significatifs et qui montrent bien que dans chaque cas, on est dans le cas particulier. J'ai essayé aussi de regarder comment cela se présentait dans l'espace caraïbe. Et vous voyez que si je compare à la République dominicaine ou à Porto Rico, la Martinique et la Guadeloupe sont dans le bas. Et le graphique que vous avez là vous permet de voir à quel rythme s'est opéré le changement et donc la chute démographique, donc par la chute des naissances. Mais il n'y a pas que les naissances, ni les décès, il y a aussi l'émigration, les mouvements de population. Et de ce point de vue, depuis, en gros, les années fin des années 60, il y a une politique, il a été mis en place une politique publique organisée par les gouvernements sur la question du surplus de population des Antilles, dont il fallait bien évidemment, faute qu'il y ait un développement économique à la mesure de surplus de population, puisqu'il n'y a pas d'économie, on déplace les populations. Et c'est toute la période Bumidum qui a consisté effectivement à engager un grand mouvement de déplacement des populations des Antilles, principalement au départ, vers l'espace métropolitain. Ça a suivi après pour la Réunion. Ça va moins concerner la situation des autres départements d'outre-mer. Et vous voyez par ce graphique, en 2004, quelle est l'incidence de cette affaire. Et ce que vous constatez ici, c'est qu'effectivement, la part des natifs de chacun des DROM qui est installé en France métropolitaine, c'est ce que montre le graphique, c'est que vous avez, à la date de l'enquête en 24, une part importante pour les Mahorais, dont je n'ai pas encore parlé. Je reviendrai plus tard sur les Mahorais, sur la condition de vie à Mayotte qui sont très particulières. On a un départ important de très jeunes, mais ils ont un niveau de formation tellement plus faible que la moyenne générale. Ils reviennent aussitôt, donc vous voyez que la courbe redescend aussi rapidement et revient à Mayotte. Alors qu'au contraire, si vous regardez les courbes des Antilles d'une part, de la Guyane d'autre part, de la Réunion troisièmement, vous voyez que les volumes de population ne sont pas déplacés à âge égal de la même manière, qu'il y a toujours, ce que je vous avais dit tout à l'heure, une similitude très forte entre la Martinique et la Guadeloupe, mais que c'est toujours la Martinique et la Guadeloupe qui, du point de vue en valeur absolue et en valeur relative, qui fournissent le plus de population. Mais surtout, ce qui est important, c'est que la pointe se trouve entre 25 et 29 ans. C'est-à-dire dans une classe d'âge qui est la classe d'âge d'entrée dans l'activité économique, la classe d'âge de sortie de l'appareil scolaire, la classe d'âge des études, ce qui signifie qu'une part importante, aujourd'hui encore, très précisément, des natifs de chacun de ces départements quittent leur département à cette classe d'âge, généralement pour faire des études en métropole, et vous voyez que les Réunionnais ne se comportent pas de la même manière que les Martiniquais. Ce qui signifie qu'il y a une adhésion des jeunes Réunions plus forte à la situation de l'offre de formation qui est à La Réunion par rapport à celle qui est en Martinique et en Guadeloupe. Plus le fait qu'il
il y a des traditions de circulation qui sont différentes. Je ne rentre pas dans les détails, mais tous ces éléments se combinent. Et ce qui est important, c'est que vous voyez pour la Martinique et la Guadeloupe que jusqu'à un âge avancé, ils restent toujours à un niveau relativement élevé. Ce qui signifie qu'il y a installation durable, d'une part importante des populations natives de la Martinique et de la Guadeloupe dans l'espace métropolitain, et que je dis installation durable, elle est sélective. C'est-à-dire que tout le monde peut partir, tout le monde ne peut pas rester. Et que pour rester, à mesure que le marché métropolitain se transforme et que le niveau d'exigence en termes de qualification évolue, ne restent d'une certaine manière, ne peuvent rester d'une certaine manière dans des conditions, je dirais, satisfaisantes pour chacun des individus que les plus diplômés. Mais quand je vous ai dit ça, je vous ai dit en même temps que ces plus diplômés ne sont pas retournés au pays. D'accord ? Donc je continue rapidement. Donc si vous regardez bien ici, ce que j'ai mis là-dessus, c'est que déjà en 2020, si j'avais fait une somme des natifs, je dis bien des natifs, je dirais pourquoi j'insiste sur ça, dans l'Hexagone des Antilles, on était à 258 000 personnes. C'est la population de la Martinique en 1947. D'accord ? Alors, je dis bien des natifs, parce que, ne serait-ce que moi, par exemple, je suis né à la Martinique, mais mes enfants sont nés ici. Sont-ils entiers ou sont-ils pas entiers ? Dois-je les compter ou dois-je pas les compter ? Comme la population qui est ici, ce sont des jeunes, autant de femmes que d'hommes, une grande part des naissances qui ne se font plus là-bas se font ici. Donc, outre le fait du déplacement de population que je vous ai indiqué, les processus de recomposition de la population par natalité, d'où la chute de la natalité, elle s'explique de deux manières. Un, parce que par rapport aux années précédentes, chaque femme a moins d'enfants, mais il y a de moins en moins de femmes en âge d'avoir des enfants qui ont des enfants dans le DOM. Donc les facteurs se combinent pour entraîner une dynamique générale avec des effets de sélection. Tous peuvent partir, mais tous ne peuvent pas forcément rester. Pourquoi ils ne peuvent pas rester ? Parce qu'encore faut-il avoir le bagage suffisant pour répondre aux besoins du marché du travail métropolitain. Pour ceux qui sont un petit peu plus anciens, il y avait quelque chose qui s'appelait la Poste avant, dans lequel, à Paris, il y avait énormément d'Antillais. Je ne crois plus que la Poste existe. Ça veut dire que le monde du travail, ça veut dire que l'espace socio-économique, que l'espace de travail, s'est complètement transformé par rapport à ce qui était offert auparavant à des populations relativement modestes, qui ne trouvaient pas d'emploi en Martinique et en Guadeloupe, qui arrivaient à avoir une vie sociale, une évolution positive extrêmement importante en France. Donc on a eu une part importante de la population considérée qui s'est installée ici, dans des postes de qualification relativement modestes, mais protégés, qui leur faisaient une situation de parcours professionnel plutôt positif, qu'ils n'auraient pas trouvé s'ils étaient restés en Martinique, ce qui veut dire parce qu'il n'y avait pas le développement suffisant en Martinique pour qu'ils puissent rester, et qu'il y avait un besoin de la métropole, en parallèle à l'arrivée de la main-d'œuvre étrangère dans cette même période. La main-d'œuvre des Antilles avait l'avantage d'être de même qualification, à accepter les travaux, mais surtout elle était française. Et donc elle pouvait occuper des postes dans la fonction publique que ne pouvaient pas occuper les populations étrangères. Je vais aller un peu plus vite, sinon je vous regarde toute l'après-midi. La mobilité que je suis en train de vous raconter, ce que je viens de vous dire, c'est les années 60, 70, 80. Il y a eu une sorte d'arrêt avec l'arrivée de la gauche au pouvoir dans les années 82. Il y a eu l'idée d'un retour, il y a eu l'idée d'une nouvelle politique économique. Enfin bon, je vous passe tout ça. Toujours est-il que ça n'a en rien arrêté la dynamique que je suis en train de vous dire. Sauf que la dynamique que je suis en train de vous donner, elle est encore plus sélective aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant. Donc nous avons toujours aujourd'hui, et ce sont les résultats d'une enquête que j'ai menée entre 2010 et 2020, une part importante de natifs, je vais dire différemment, les natifs sédentaires, c'est les adultes qui n'ont jamais quitté le territoire. D'accord ? Ceux qui ont quitté pour un court séjour, ils sont notés. Et puis ce que j'appelle les natifs de retour, ce sont des natifs qui ont passé un temps relativement important dans l'espace métropolitain, ont fait des études, et quelques-uns sont revenus. La moitié de mes copains avec qui je fais des études à Grenoble sont maintenant revenus là-bas. Ce sont les natifs de retour. Mais vous voyez que les profils ne sont pas les mêmes. Je ne rentrerai pas dans le détail, je répondrai éventuellement à vos questions là-dessus. Donc voilà, ça donne les natifs de la Martinique, la situation pour la Martinique, la situation pour la Guadeloupe, la situation pour la Réunion. Et en gros,
ce qui est important, c'est que quand on regarde la trajectoire des natifs de retour, quand ils sont revenus dans le territoire d'origine, l'essentiel de ces migrations se sont faites avec l'espace métropolitain. Très peu de natifs qui ont quitté le département, qui y sont revenus et qu'on a interrogés, auraient marqué une préférence pour un autre espace de circuit de vie que l'espace métropolitain. Donc il y a un effet de sélection qui est très très important. Alors voilà ce que ça donne. Si je résume ça pour les Antilles, vous avez une pyramide des âges en 2024, et la partie verte que vous voyez, c'est la pyramide telle qu'elle était en 1982. Et ça vous donne tout de suite les évolutions en volume cette fois-ci, mais aussi en structure, de la situation des Antilles en particulier. Donc on a une diminution rapide des naissances, c'est tout en bas, par rapport aux naissances antérieures. Vous avez un creux qui se fait dans les âges de l'âge adulte, en gros, qui est l'effet de l'émigration. Et vous avez le vieillissement de la population qui monte par le haut. Donc voilà la globalité de la situation de la Martinique, sauf que ça se traduit par le fait qu'en 15 ans, la perte de population a été de l'ordre de 10%, c'est-à-dire 36 000 habitants. Alors, je vais vous montrer maintenant une situation en mouvement, ce que je viens de vous dire. Voilà la situation de la Martinique en 90. La voilà en 2020. La voilà en prévision de 2040. Voilà la situation de la France métropolitaine. Alors, quand vous voyez les débats qu'il peut y avoir ici sur la fragilité de la démographie de la France métropolitaine et qu'on met à côté ce qui se passe pour nous aux Antilles, il y a de quoi réfléchir. Et voilà la situation de la Guyane à la même époque. Donc, ce que je vous disais au début, entre la Martinique et la Guadeloupe, la Guyane d'autre part, la Réunion troisièmement, etc., simplement dans les dynamiques démographiques. Je n'ai pas parlé de sociologie, je n'ai pas parlé de culture, je n'ai pas parlé d'activité économique, je ne parle simplement de démographie, c'est-à-dire naissance, circulation, décès. Et si maintenant je regarde comment ça se passe, je vois qu'en 2040, si la tendance telle qu'elle est là, ce sont les dynamiques que je fais avec l'INSEE, se maintient, le petit cercle jaune que je vous ai indiqué, c'est ce qui va être la population active, plutôt la population en âge d'activité, à la condition que cette population en âge d'activité ait un taux d'emploi plus important qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que cette partie-là, c'est elle qui va devoir, comme on dit chez nous, supporter. Elle devra supporter la charge qui est au-dessus et porter ce qui est en bas. Mais ce qui est en bas, souvent, repart. Donc à l'horizon de 2040, c'est déjà le cas aujourd'hui, la Martinique et la Guadeloupe seront les deux plus vieilles régions de France. Mais ce qui est important, ce n'est pas le fait qu'elles soient vieilles, ces régions, c'est qu'elles soient profondément déséquilibrées dans leur structure. Et l'enjeu sera de savoir comment, en fonction de ce déséquilibre, on organise, d'une certaine manière, la prise en charge sociale, économique de cette population dans son évolution. Tout différent sur la situation de Guyane et de Mayotte, je vais aller un petit peu plus vite, qui est plutôt une phase de croissance démographique importante, avec un phénomène qui semble, du point de vue de l'évolution comparable, du point de vue de la composition totalement différente. Les populations concernées ne sont absolument pas les mêmes, ni de leur origine, ni de leur culture, ni de leur religion. Et donc les formes de socialisation sont totalement différentes dans une dynamique démographique qui est à peu près semblable, ce qui n'est pas le cas pour la Martinique et la Guadeloupe. Ici, vous avez la structure de la population de la Guyane qui résidait en 2022. Et la partie blanche, ce sont, dans la population des adultes, les non-natifs. Que je décompose par origine. Et vous voyez donc que vous avez là les Brésiliens, d'autres Caribéens, d'autres pays d'Amérique centrale. Ça veut dire qu'on est dans un espace géographique
culturelle, économique et sociale, qui n'a rien à voir du point de vue de ce qu'est en train de faire la nouvelle population guyanaise avec ce que nous, Martinique, Guadeloupe, nous connaissons, et encore moins ce que la Réunion connaît, et encore moins Mayotte. Donc, même si à Mayotte, aujourd'hui, nous avons une dynamique comme ça de croissance démographique extrêmement importante, combinant natalité d'une part, immigration des Comoriens d'autre part, la dynamique qui est en cours, les modes de socialisation, les cultures qui sont en jeu, les conflictualités qui sont en jeu n'ont rien à voir avec une situation apparemment comparable de la Guyane. Nous sommes dans un autre monde culturel, dans un autre monde avec d'autres attentes. Et d'ailleurs, les mouvements sociaux tels qu'on les entend, qui sont à Mayotte, pour une situation de composition de la population, pour des revendications contre l'immigration des Comoriens qui sont les cousins, quand même, il ne faut pas l'oublier, vous n'avez pas l'équivalent en Guyane. Mais vous n'avez pas non plus l'espace qui est le même en Guyane aussi. Je vous ai fait ce petit schéma pour vous montrer la composition des populations. En rouge, je vais laisser très très vite, c'est toutes les personnes qui sont nées dans le département avec 2 parents nés dans le département. Vous vous apercevez que pour les Antilles, c'est 73% de la population. Pour la Guyane, c'est 17% de la population. Donc on est en train de construire une nouvelle société en Guyane. Alors je vais vite. La famille, le point important là-dedans, qui va toucher principalement les Antilles, un peu moins la Réunion et la Guyane, et de manière très très différente Mayotte, c'est la question de l'organisation de la vie de famille. Je ne rentrerai pas dans trop de détails. J'adore ce dessin de Pancho. Parce que la monoparentalité est l'élément central sur la situation des familles, mais plus fort dans les DOM en général par rapport à la métropole, mais plus spécifique dans les DOM à la situation antillaise par rapport aux autres situations. Et là, cette spécificité particulière pour la situation antillaise, c'est que les monoparentalités ne sont pas, comme dans l'espace métropolitain, la résultante d'une rupture d'union. Elles sont une situation de monoparentalité d'entrée de jeu, si je puis dire. Et donc, l'essentiel des femmes qui sont en situation de monoparentalité, donc celles qui vont porter les naissances nouvelles, etc., le sont, comme elles étaient déjà leur mère auparavant, dans une situation de précarité de maternité, si je puis dire, ou d'éducation, parce que bon nombre d'entre elles sont dans une situation de monoparentalité unique, avec le fait qu'une grande part de cette monoparentalité, les pères n'ont pas reconnu les enfants, ce qui n'est pas rien du point de vue de la gestion de l'éducation et même de la gestion économique et sociale des femmes considérées. Donc, aux Antilles, au-delà du fait qu'il y a un volume sans commune mesure avec ce qu'on a dans l'espace métropolitain, voire même dans l'espace réunionnais de monoparentalité, ce qui est important, c'est même pas le volume, enfin, c'est pas seulement le volume, c'est la durée de la monoparentalité et c'est les modes d'organisation de la monoparentalité. L'enfant arrive dans une situation de monoparentalité, grande partie de ces enfants, pour ne pas dire la majorité des enfants, ne sont pas reconnus par les pères, et les femmes assument seules cette gestion de la maternité. Vous voyez bien qu'il y a là quelque chose qui n'applique pas une condamnation morale des femmes considérées, mais pose problème sur les politiques d'accompagnement de cette femme maternité, de ses enfants, de leur scolarité, etc. Donc là, il y a là quelque chose de tout à fait spécifique qu'on retrouve dans des modalités un peu différentes en Guyane et en Mayotte, mais je n'aurai pas le temps de rentrer dans tous les détails, puisque je vais essayer d'aller assez vite. Donc, je passe ce graphique simplement... On a fait dans l'enquête dont je vous parlerai si vous m'interrogez dessus, des évolutions en 10 ans. Et en gros, ce qu'on avait examiné en 2020, en 2010, on le retrouve en 2020-2022. C'est-à-dire qu'on a les mêmes situations que ceux qui perdurent, et surtout, on a un grand nombre d'enfants qui connaissent cette situation en Martinique et en Guadeloupe. Je vais passer vite. Alors, bien évidemment, et ça revient vers ce que vous souhaitez, ça a une incidence sur la scolarisation, déjà. Et le schéma que vous avez ici vous montre combien on a une incidence sur les effectifs scolaires, ce qui pose un gros problème sur savoir est-ce qu'on maintient le nombre d'enseignants, est-ce qu'on ne maintient pas le nombre d'enseignants, est-ce qu'on fait un enseignement en ayant un volume plus important d'enseignants par rapport à une part moindre d'enfants. Enfin, c'est un vrai sujet en Martinique et en Guadeloupe et qui donne lieu à des éléments
de contestation des enseignants eux-mêmes, mais vous voyez qu'on a une dynamique Guadeloupe-Martinique qui est la même, une dynamique réunionnaise qui est tout à fait au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des besoins à la Réunion en volume qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a par rapport aux autres, et surtout une dynamique de croissance à la Réunion et à Mayotte avec un déficit extrêmement important à la date d'aujourd'hui sur l'offre d'enseignement. C'est la même chose dans le secondaire. Ce que je vous ai montré avant, c'était le primaire. Et en gros, quand on regarde ça en détail, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, c'est qu'on a là, je dirais, c'est une sorte de microscope avec lequel vous pouvez regarder toutes les difficultés, toutes les insuffisances, toutes les contradictions du système d'éducation. C'est un laboratoire. Et là, j'ai pris le cas de Mayotte, parce que c'est vraiment le plus dramatique, si je puis dire, de ce point de vue. C'est qu'effectivement, à Mayotte, aujourd'hui... Alors, mon graphique n'est pas depuis le cyclone Chido. Hein. Il date déjà d'avant. D'accord ? Vous imaginez ce que c'est aujourd'hui. Ça veut dire qu'effectivement, on avait 17% d'enfants qui étaient non scolarisés. Et parmi ceux qui étaient scolarisés, la moitié d'entre eux n'avaient qu'une demi-journée d'école par jour, pardon. Donc on est là, d'une certaine manière, dès l'entrée dans la petite école, comme on disait chez moi à l'époque, dans une situation de précarité des enfants qui n'a rien à voir avec la précarité que vous avez dans d'autres situations, même dans les autres DOM. Et encore moins, je veux dire, si on est à Paris. Ça a d'autant plus d'importance, si vous voulez, qu'on a que la conséquence... Je suis vraiment désolée, je vais devoir vous demander d'accélérer encore, parce que le temps va être très très réduit pour laisser les rapporteurs s'exprimer sur le sujet. Donc, c'est le sachant. Donc, juste un petit mot, c'est que tout ça a des répercussions sur les retards scolaires, sur l'illettrisme, etc., etc. Et on a globalement des taux d'illettrisme d'enfants extrêmement importants, mais qui vont renouveler l'illettrisme des adultes. Hein. Donc, on a là quelque chose qui est important. Je vais plus vite. Ça se répercute forcément sur le marché du travail. Le graphique que je vous ai mis ici, c'est l'évolution du taux d'emploi, pas du taux d'actifs, de 2000 à 2020. Et vous voyez qu'on a atteint, que la Martinique seulement a dépassé 50% des actifs qui sont en emploi. En 2020, on est encore en dessous de 50% d'actifs en emploi pour les autres départements. Alors, le vieillissement, bien évidemment, est le point le plus important, pour les Antilles notamment. Et je vous ai fait ce petit graphique. Là, je me suis amusé pour vous. Là. Tout ce qui est en jaune, ce sont les communes, à la date d'aujourd'hui de la Guadeloupe, où les personnes âgées sont plus importantes que les jeunes. Les communes de la Guadeloupe d'aujourd'hui. Et la perspective qui est celle que je vous ai montrée dans le graphique précédent. Donc, gardez bien la photographie du graphique. Là, c'est aujourd'hui. Donc, je peux prendre chacune des communes sur ce qu'elle a comme équipement, ce qu'elle a comme élément de scolarisation, ce qu'elle a comme élément d'accompagnement des enfants. Voilà. Donc il y a déjà là quelque chose qui est extrêmement important. Je vais vite. Le volume, on a un vieillissement de la population qui est pas très important, moins important à La Réunion qu'aux Antilles. Et vous avez quelque chose de très spécifique, ce que j'appelle faire famille à distance. Si vous avez été attentif à tout ce que j'ai raconté sur l'émigration, une part de cette émigration, les enfants dont je vous ai parlé qui sont nés ici, que j'appelle les originaires, pour beaucoup d'entre eux, sont nés ici, ils sont restés. Les parents sont revenus à la retraite. Et on va avoir quelque chose qui est extrêmement important. Dans le vieillissement de la population qui est en train de se passer, on va avoir un vieillissement sans accompagnement. Et là, c'est un des enjeux majeurs. C'est-à-dire qu'aux deux bouts de la pile, vous avez ces deux éléments. Je vais vite. On a une baisse des aidants potentiels, baisse du nombre d'enfants, recul de la cohabitation générationnelle, d'autant plus qu'il y a des départs. Alors je vais vite, là vous avez les natifs de DOM qui ont des limitations de santé qui sont sans enfants dans le département. Ça veut dire que là, la question de la jeunesse en rapport avec la vieillesse, dans un contexte culturel qui était très particulier à celui des Antilles, il y a quelque chose qui se joue là. Il y a un besoin nouveau, un besoin de l'accompagnement,
Et c'est un élément qui peut jouer de manière très précise sur la scolarité des enfants. Parce qu'on peut abandonner sa scolarité pour s'occuper de ses parents. Sauf que tout ce que je vous raconte ne se répartit pas de la même manière sur chaque partie du territoire. Et que ce que vous... Alors là, j'ai pris la Martinique comme exemple, mais ce qu'il y a dans le nord de la Martinique, c'est parce qu'il y a dans le sud de la Martinique, c'est parce qu'il y a à Fort-de-France. Et que là encore, si l'on veut travailler, ben, il y a un côté moins de soldats qui va regarder chaque situation pour faire. Mais bon, je vais vite. Décroissance démographique, vieillissement, exclusion sociale, pauvreté, y compris dans la croissance démographique. Le territoire le plus équilibré de ce point de vue, c'est la Réunion. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail pour ne pas vous perdre pas trop de temps. Donc, les défis, relever le taux d'emploi, améliorer le niveau de qualification et d'employabilité, revoir les moteurs du développement. On peut bien former, mais pourquoi faire? C'est-à-dire, quel est le projet de développement qu'on a? Est-ce que c'est encore la canne? Est-ce que c'est l'import-export? Est-ce que c'est vendre la moitié des choses qui viennent de chez Chine pour les vendre chez nous? Est-ce que c'est ça, le projet? Donc, les implications, à mon sens, c'est accroître la qualité et la performance du système éducatif. C'est impératif. Rappeler les dispositifs de formation professionnelle. Une politique de la famille. Et de le faire dans un esprit qui n'est pas une politique d'assistance. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Marie, pour cette présentation très complète et très détaillée. Je vais laisser tout de suite la parole à nos rapporteurs. Nous avons donc Monsieur William qui est en ligne et en présentiel Monsieur Califer, Monsieur Seo. Lequel d'entre vous souhaite commencer, peut-être en présentiel? Monsieur Califer, allez-y, je vous laisse la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci aussi de l'honneur que vous nous faites de nous auditionner dans cette commission par rapport à la thématique qui est la vôtre, une thématique dont j'avais été sensibilisé il y a quelque temps à Bruxelles par les commissaires européens qui avaient déjà entrevu quelques chocs au niveau démographique pour la France. Mais merci à monsieur Valentin Marie qui nous rappelle un peu les problématiques qui sont les nôtres et que nous avons voulu étudier avec lui, car mon collègue Seo et mon collègue William, parce que depuis plus de 15 ans sur nos territoires, il est dit que Martinique et Guadeloupe seraient les plus vieux départements de la Guadeloupe, ce qui nous a mobilisés une fois disons, élus nationaux même, dirais-je, de regarder de plus près ce que cela aura comme incidence. C'est la raison pour laquelle c'est bien que M. Valentin Marie soit là avec nous en ce moment et que vous ayez choisi de l'auditionner. Il a planté un peu le décor en termes de natalité, en termes de migration. Et que nous savions, nous, que nos territoires ne pouvaient pas sortir indemnes de la politique publique qui a été mise en place dès les années 63 jusqu'aux années 80-82 dans une dynamique appelée Bumidum, qui avait, si vous me permettez l'expression, saigné notre territoire de notre jeunesse et bien sûr de toutes celles et tous ceux en âge de procréer. Déjà parce que nos territoires étaient, disons, dans des conditions socio-économiques très très difficiles et qu'au niveau national, on appréhendait, disons, les révoltes sociales. Et il y avait aussi une forte résonance de demande d'autonomie et parfois d'indépendance. Il fallait casser cette dynamique-là. Et l'outil qui a été choisi fut l'outil de migration, d'expatriation, d'hémorragie populationnelle. Et tout ceci, maintenant, s'est amplifié dès les années 90, je pense, le contrôle de monsieur Valentin Marie, où nous avons observé véritablement maintenant, il y a un vrai mouvement maintenant volontaire de départ, de nos jeunes toujours, et de nos diplômés parfois. Alors c'est vrai, nous n'allons pas ici
reprendre l'expression fuite des cerveaux, parce que c'est une expression qui n'est pas très admise, mais il y a la fuite des jeunes. Et ce que nous avons voulu voir chez nous, c'était le vieillissement, le choc démographique, et comment nos territoires pourraient s'y préparer. Parce que comme l'a dit à l'instant le démographe, c'est que quand tous ces jeunes partent, il y a, en plus conjugué à la monoparentalité, il y a une expression de quelque chose qu'il faudra soigner. Même soigner, je dis bien soigner, pas prendre en compte, mais soigner. Soigner parce que vous avez, heureusement peut-être, il y a quand même une immigration qui arrive, qui est assez forte dans nos territoires. La Guadeloupe, pour moi, une immigration haïtienne et qui vient de l'île de Saint-Domingue et aussi d'Haïti, et qui permet d'assurer le besoin en emploi dans certains secteurs. Nous avons nos étudiants qui partent et qui ne retournent pas. Tous ceux qui ont eu un niveau secondaire partent et ne reviennent pas. Et ceux qui restent et qui ne partent pas, et vous avez un nom, vous dites, vous avez un nom pour les classer, ils sont natifs, ce sont ceux et celles qui ont connu quelques fortunes diverses sur le parcours éducatif et le parcours dans l'éducation. Et ce qui pose parfois un vrai problème pour les entreprises de trouver, disons, des personnes qualifiées pour assurer le développement économique. Et la question qu'on peut poser, c'est comment assurer le développement économique quand vous n'avez pas la ressource humaine pour pouvoir assurer et porter aussi ce développement économique. Et nous, notre mission, c'est de voir quoi faire pour faire revenir nos forces vives pour pouvoir impulser, accompagner un développement économique. Et l'incidence qui est forte, M. Valentin Marie en a parlé, c'est dans cette monoparentalité, dans l'absence de parents pour accompagner, le département devient la ressource qui doit, disons, être aux côtés de ces familles-là pour éviter la faillite totale. Parce que tout ceci est dans un berceau de précarité. Et il y a comme, disons, un processus qui s'entretient de précarité en précarité et qui n'arrive pas à faire en sorte que la population puisse s'élever. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire que quand des classes d'âge disparaissent, il y a des enseignants qui restent, on pourrait donc intensifier la prise en charge de l'éducation par de petits groupes, mais ce n'est pas ce qui se fait. Il y a des fermetures de classes et, vous le savez, dans nos territoires, nous avons quelques difficultés à rattraper ou à être au niveau de réussite dans les évaluations, c'est dans les évaluations au même niveau que le national. Nous avons fait quelques préconisations que vous avez, je suis sûr, regardées, qui touchent à la fois l'ensemble des territoires, mais qui seraient surtout qu'on puisse, à notre niveau, penser à un vrai développement de nos territoires si nous voulons que les jeunes et les forces vives puissent revenir. C'est ce que je peux dire à l'instant d'un monsieur Valentin Marie a bien planté le décor et laissé quand même quelques espaces d'expression pour mes collègues Céo et William. Merci beaucoup, Monsieur Califert. Monsieur Céo, est-ce que vous souhaitez ajouter quelques éléments? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et bonjour à tous. Bonjour à Monsieur Williams. Ce que j'ai envie de dire ici, Madame la Présidente, c'est que... Enfin, juste une remarque par rapport à l'étude que vient de nous faire Monsieur Valentin Marie, parce que il a fait l'étude par rapport aux ultramarins de l'océan Indien, mais pas nous, les ultramarins du Pacifique. Donc, si je peux dire quelque chose, oui, je suis d'accord sur la baisse de natalité chez nous, qui est due au fait à l'immigration de nos jeunes, comme le disait mon collègue Califert.
des jeunes qui partent pour des études ou pour chercher du boulot ailleurs, en Nouvelle-Calédonie ou ici ou ailleurs, et qui ne reviennent plus. Donc ceux qui restent, c'est-à-dire nous, qui ont 50 ans, plus de 50 ans, nous, on ne produit plus, nous. Donc c'est le fait qu'il y a une très grosse baisse de natalité chez nous, mais il y a aussi le fait d'infertilité aujourd'hui, c'est-à-dire on a des couples, mais qui ne produisent plus, hein, qui n'ont plus d'enfants. Je ne sais plus si c'est l'adoption de la mentalité hexagonale, c'est-à-dire avoir moins d'enfants pour moins de charges, je ne sais pas. Ou c'est peut-être le fait de manger des produits importés, plus de produits importés, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un impact par rapport à ça, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on est passé de familles nombreuses, c'est-à-dire des familles de 9 enfants ou plus, à des familles, aujourd'hui on dit nombreux, quand on parle de 4 à 3 enfants. Il y a une très grosse baisse. Et cette baisse de natalité est justifiée par l'exode aujourd'hui. Mais oui, mais ça justifie aussi le fait que nous, aujourd'hui, on est à 12 000 par rapport aux années 70-80 où on était à 30-40 000. Donc ça justifie bien l'exode aujourd'hui et la baisse de natalité qui est vraiment très important chez nous. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Vous pointez aussi du doigt, on pourra peut-être y revenir, la question de l'accès au centre d'aide médicale à la procréation médicalement assistée, quasi inexistante sur les territoires ultramarins, et ce qui est quand même pour le coup un facteur d'inégalité extrêmement fort. Monsieur William, vous êtes en ligne. Est-ce que vous souhaitez intervenir et ajouter des éléments complémentaires aux interventions de vos collègues ? Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Monsieur Marie, merci de nous écouter. Au regard du sujet qui est posé, à savoir les causes et les conséquences de la baisse de la natalité en France, évidemment, cela ne concerne pas, comme l'a indiqué Monsieur Marie, cela ne concerne pas des territoires comme Mayotte, ni un territoire comme la Guyane en termes de baisse de natalité. Il faut savoir que nos territoires, en réalité, sont des territoires précurseurs, des territoires annonciateurs, que ce soit sur le plan positif ou sur le plan négatif, par rapport à la France hexagonale. Le sujet de la cherté de la vie, nous connaissons ce sujet bien avant que cela soit posé en France. Le sujet du climat et des conséquences du climat sur nos territoires. Si on prend le Pacifique, c'est un territoire annonciateur de ce qui peut se passer, ce qui se passe en Europe et notamment en France. Et sur le plan démographique aussi, notamment la Martinique et la Guadeloupe, sur la baisse de natalité. Moi, je ne reviendrai que sur des solutions, puisque tout a été dit par mes collègues et par M. Marie, notamment sur le constat. Sur ce rapport, il y a 48 propositions, recommandations. Donc, ces recommandations, elles sont fixées pour l'ensemble des Outre-mer. À mon sens, il faut revoir le logiciel des conceptions, en fait, des mécanismes hexagonaux et concevoir des mécanismes qui soient vraiment spécifiques à nos territoires. Je prends le cas de la conception de la mobilité pour les fonctionnaires. Mon collègue Elie Khalifer l'a dit. On est dans un cadre, par exemple, d'obligation de mobilité pour nos fonctionnaires. Mais quand on est dans un territoire ultramarin, cette obligation de mobilité, quand on est à 8000 km, voire plus, eh bien, il y a des conséquences qui sont différentes et qu'il faut prendre en compte. On a un CIMM qui aujourd'hui existe, mais qui, en fait, n'est pas si avantageux que ça pour des fonctionnaires ultramarins. Donc ça, c'est un élément, à mon sens, qui est à prendre en compte parce que quand on est jeune, quand on a 18 ans, qu'on part pour faire des études, si on finit à 23 ans et quand on commence
une carrière, eh bien, on a plus de chances de rester sur le territoire que si on avait démarré, par exemple, en Guadeloupe, qu'on parte sur la France hexagonale pour pouvoir revenir. Et quand on commence une carrière de fonctionnaire, mais c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué de revenir dans son territoire. Donc, à mon sens, ce sont des concepts, des conceptions qu'il faut revoir et des concepts juridiques, donc législatifs, qu'il faut revoir. Ça fait partie. Le concept de la mobilité. Le concept des concours aussi, la conception des concours également qu'il faut revoir à mon sens. Il y a un principe concours national affectation légale qui n'est pas appliqué dans tous les corps des fonctionnaires. Ça aussi, à mon sens, il faudrait revoir ce principe. Et puis, lorsqu'on passe des concours, le collègue CEO est là. Si à Wallis et Futuna, on va passer un concours, il faut qu'on se lève à 2 heures du matin pour passer le même concours que celui qui est en Franche-Comté. Donc, nos jeunes, que font-ils? Ils préfèrent partir et ils ne reviendront pas. Donc, ça, c'est une difficulté. Madame la Présidente, vous avez parlé de la PMA. C'était un point que je souhaitais aborder parce qu'effectivement, ça aussi, c'est une grosse difficulté. Il y a un centre de PMA en Martinique qui est dans un cadre privé, donc c'est une entreprise qui réalise cela, et pourtant qui réalise une mission de service public et qui a de très, très bons résultats par rapport à la France hexagonale. Et pourtant, les moyens, les aides apportées à cette structure sont trop peu existants. Donc ça, c'est également un point et ça fait partie des recommandations pour favoriser ces familles, ces couples qui souhaitent avoir des enfants. Et enfin, un dernier point, bien, quand j'ai parlé de changement de paradigme, des concepts, ça part notamment par certaines règles et certaines normes qui touchent l'attractivité de nos territoires, qui touchent l'emploi également. Parce que ces normes, certaines de ces normes et beaucoup de ces normes et de ces règles ne sont pas adaptées à nos territoires, ce qui fait que, par exemple, nos entreprises ne peuvent pas embaucher. Ce qui fait que, par exemple, nos entreprises ne peuvent pas commercer avec des États tiers, des États de la Caraïbe, des États de l'Amérique du Sud, si on est dans un bassin atlantique. On ne peut pas, dans un cadre de l'océan Indien, parce que nous sommes bloqués par des normes. Ce qui fait que nos entreprises ne peuvent pas embaucher, ou alors, quand ce sont des entreprises de niche, ce qu'elles font, eh bien, elles vont prendre des talents qui ne sont pas forcément dans nos territoires. Parce que un jeune qui a fait de la biologie moléculaire, il ne va pas trouver de travail en Guadeloupe, il ne va pas trouver de travail en Martinique, mais il va en trouver ailleurs en Europe. Alors que si nous avions des entreprises qui pouvaient embaucher, qui peuvent embaucher, je vous assure qu'elles pourraient embaucher des ultramarins. Et enfin, en tout cas, sur l'attractivité, et mon collègue Elie Kalifer en a parlé, c'est un véritable problème, notamment sur la mobilité. Là, c'est mon dernier point, sur la mobilité. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, on parle de continuité territoriale, mais la continuité territoriale, ce n'est pas de la mobilité. Ça, il ne faut pas associer les deux termes. La mobilité actuellement, pour pouvoir voyager, partir de l'Hexagone et faire 8000 km, on est sous des billets qui avoisinent les 2000 € en moyenne. Aujourd'hui, pour faire des voyages en régional, pour aller de la Martinique à la Guadeloupe, il faut payer 450-500 €. Donc, cela empêche aux jeunes de construire des familles sur les territoires. Cela empêche à celles et ceux qui veulent venir s'installer d'y s'installer durablement. Et cela empêche également cette attractivité générale qui pousserait justement à avoir des enfants et vivre pleinement une vie dans un environnement, je vais dire, acceptable. Voici mes observations pour le moment. Merci beaucoup pour vos observations qui nous démontrent et nous rappellent que les territoires ultramarins sont déjà riches de leur diversité et qu'une une seule solution ne serait pas applicable à tous, mais que la question de la natalité doit aussi s'observer dans un parcours de vie beaucoup plus global et une capacité en premier lieu à pouvoir rester sur son île et à vivre dignement sur son île. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je voulais
vous remercier de votre présence, monsieur le démographe, et saluer la qualité de votre rapport qui nous permet de mieux appréhender la situation démographique dans les Outre-mer. Je crois que notre mission d'information est assez suivie et je voudrais vraiment inviter celles et ceux qui nous regardent à aller lire votre rapport. D'abord parce qu'il permet de saisir ces enjeux avec une profondeur assez profonde. Je voudrais peut-être juste lire le début, mais qui me paraît tout à fait intéressant dans nos réflexions. Derrière l'apparente froideur des tableaux de chiffres, les dynamiques démographiques reflètent les enjeux et les problématiques des territoires ultramarins. Prolonger les courbes d'évolution, c'est parler et regarder l'avenir de nos territoires en matière économique, sociale et encore culturelle. Et je vais vous dire que c'est le travail que nous essayons de faire pour la France métropolitaine et ultramarine, et que votre rapport va éclairer nos propositions. Alors vous parlez beaucoup, et c'est assez touchant d'ailleurs, d'amour du pays, et vous essayez de comprendre dans votre rapport finalement dans quelle proportion cet amour du pays permet encore aujourd'hui de maintenir les forces vives dans les territoires ultramarins, et pourquoi en dépit de cet amour du pays, beaucoup de forces vives partent. C'est le cas de Wallis et Futuna, où je crois que 25%, vous me montrez, de la population, il y a une baisse de 25% de la population. J'aurais beaucoup de questions, et en même temps votre rapport répond à beaucoup de questions, et vous avez fait des propos introductifs assez précis. Et finalement, j'en aurais une qui va peut-être englober toutes mes questions. C'est que dans cette mission, on s'est attaché à comprendre finalement le désir d'enfant empêché, c'est-à-dire ces familles qui ont un désir d'enfant et qui finalement y renoncent en raison de freins matériels, de freins économiques, de freins symboliques. Ça m'intéresserait de savoir comment est perçue la famille, là, si on regarde les enjeux symboliques dans ces territoires-là. Est-ce qu'elle est disqualifiée, invisibilisée? Est-ce que c'est encore une structure sociale importante? C'est peut-être différent en fonction des territoires, ultramarins. Et est-ce que vous appréhendez aussi cette question-là au regard de ce désir d'enfant empêché? C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que pour les habitants établis depuis longtemps, il y a une partie qui renonce à leur projet d'enfant, à leur désir d'enfant. Et s'ils y renoncent, quels sont les freins que vous voyez? Est-ce que c'est des freins matériels? Est-ce que c'est des freins symboliques? Est-ce que c'est des questions de logement? Est-ce que c'est des questions de garde? Et je crois que ça permet d'englober pas mal, que vos réponses vont permettre d'englober pas mal de sujets. Voilà, je vous remercie. Alors, juste avant de vous laisser la parole, si vous me permettez, je vois que le temps file très vite. Madame Bergantz avait également une question. Je vais vous proposer de la prendre en même temps pour avoir une réponse synthétique et globale. Madame Bergantz. Merci Madame la Présidente. Moi j'avais une question sur les chiffres de la monoparentalité, qui sont des chiffres qui m'ont particulièrement frappée, notamment en Martinique et en Guadeloupe. Et je voulais savoir si vous aviez des explications à ces chiffres-là, puisque c'est plus que le double que les chiffres hexagonaux. Et sur la structure de ces familles, alors en hexagone, ce sont des familles très majoritairement, j'ai pas les chiffres en tête, mais où il y a un parent et un enfant, donc un seul enfant, donc des familles très petites. Est-ce que c'est la même situation en Martinique et en Guadeloupe? Et est-ce que c'est pas une part, en réalité, de l'explication de la baisse de la natalité très importante que vous avez connue ces dernières années, puisque ces familles-là ont structurellement moins d'enfants par famille? Je vous remercie. Non, elle n'avait pas moins d'enfants par famille, si vous voulez. Ce qu'il faut comprendre, c'est une monoparentalité qui s'impose aux femmes, d'une certaine manière, si vous voulez. Et ici, il y avait des situations dans lesquelles, alors, globalement, dans ces deux territoires, y compris d'ailleurs aussi à La Réunion, on a une baisse de la natalité. D'accord ? Pour revenir à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, on a un pourcentage, je perds mes mots, quand on veut arrêter d'avoir un enfant, excusez-moi. Merci. D'avortement qui progresse, d'accord, chez les jeunes en particulier. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas la monoparentalité qui fait l'affaire particulièrement. On avait des familles monoparentales avec beaucoup d'enfants, voire même des familles monoparentales avec des enfants qui étaient de pères différents, qui étaient tenus par les mères, si vous voulez. Donc, il y avait là quelque chose d'une sorte de... Comment je vais dire les choses pour être un petit peu objectif, de dédouanement des hommes à l'égard des femmes, à l'égard de la responsabilité de la charge de l'enfant. Donc ça, c'est un point important, mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est pas simplement qu'il y a
une situation nouvelle du point de vue de la monoparentalité, c'est que globalement, nous avons une situation de refus d'enfants par le. C'est ça qui est le point important, quel que soit le statut de la personne considérée. Et qu'effectivement, si l'on regarde, par exemple, les taux d'avortement, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, ils sont supérieurs à la moyenne métropolitaine. D'accord ? Donc ça veut dire par là qu'il y a quelque chose sur... J'ai pas envie de dire problème un peu trop fort, mais je suis très, très frappé de nos futurs, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi je ferai un enfant ? J'ai 2 raisons, d'une certaine manière, de ne pas le faire. Qu'adviendra-t-il de lui et qu'est-ce qui me restera à moi ? Avant, nous sommes dans une société aux Antilles où, une expression, je vais vous la dire en créole, et ça pose un vrai problème pour l'avenir là-dessus. En créole, on dit chez nous, « Mon papa mettait ma maman à l'asile ». Littéralement, ça signifie « Je ne mettrai jamais ma mère à l'asile ». L'asile, c'était l'endroit, le dépotoir pour les aînés. Le sens de la... Et les vieillards, oui, les aînés, les vieillards. Okay. Le sens de cette question, c'est qu'effectivement, vous avez des situations aujourd'hui où la représentation qu'on avait de l'institution concernée, c'est vrai qu'elle n'était pas terrible, ce n'est pas les pattes d'aujourd'hui, mais il y a un refus des familles antillaises particulièrement. À La Réunion, c'est encore autre chose, je dirais un mot, d'aller vers ces institutions, les EHPAD d'aujourd'hui. Et les gens préfèrent vivre dans des situations de précarité économique, de logements qui ne sont pas de bonne qualité, plutôt que d'aller là-dessus. Et ça fait une obligation aux enfants. Et la phrase « je ne mets pas ma mère à l'asile », c'est « j'ai un devoir moral de m'occuper de ma mère », et c'est toujours ma mère, hein, je vous avais dit, je n'ai pas dit père, d'accord ? Il y avait là quelque chose de très particulier. Aujourd'hui, si j'avais le temps, je vous dirais, on a une part importante de cette population âgée que je vous ai indiquée à la date d'aujourd'hui, qui va encore grandir, de population qui autrefois elle-même était en précarité économique. C'est aussi ça qu'il faut voir, c'est qu'il y a un parcours derrière, dont les enfants n'ont pas forcément un parcours de promotion sociale. Et donc il y a un enjeu, non seulement de la baisse de la natalité, ce qui est votre sujet, mais il y a un enjeu lié à cela, qui est la prise en charge des aînés, dans un contexte où les aînés refusent l'idée même d'aller dans une institution. Alors, lorsque l'enfant est parti, on a des situations dans lesquelles, c'est ce que j'essaie de vous montrer, dans l'enquête qu'on a faite, on sait à peu près quelle est la part des personnes âgées aujourd'hui en mauvaise santé, qui ont des enfants et qui n'ont plus aucun enfant auprès d'eux. Donc, quelle est l'action publique concrète en termes d'accompagnement du vieillissement doit être prise dans une situation spécifique à celle-là. Je reviens sur la Calédonie. Je regrette, on devait faire une enquête en Calédonie. On n'a pas pu la faire faute de financement. Parce que, soyons clairs, hein, pour regarder la situation aussi largement dans les 5 départements d'outre-mer, ça coûte des sous. Et on voulait la faire en Nouvelle-Calédonie. Parce que justement, en Nouvelle-Calédonie, on a encore une situation d'une spécificité particulière. Rien de tout ce que j'ai dit du point de vue des formes d'organisation familiale, des formes de socialisation, des formes de réciprocité familiale ne sont valables pour ce qui se passe en Calédonie, dans les Calédonies, puisque ce n'est pas la même chose si je suis avec les populations calédoniennes d'origine et si je suis à Nouméa. On est dans des situations différentes. Et il y a là un enjeu, parce que bon, j'ai d'autres fois en Calédonie, il y a là un enjeu extrêmement important sur le devenir d'un équilibre général au-delà de la conflictualité politique qu'il y a là. Il y a un enjeu extrêmement important du vieillissement en Calédonie et de l'accompagnement du vieillissement en Calédonie. Hein? Mais en Calédonie, c'est très important. Donc voilà, je profite de cela. Donc pour revenir à ce que je dis, non, c'est pas une question de refus il y a un vrai enjeu. Comment fait-on pour faire de la valeur ajoutée dans un contexte de vieillissement de population? Je vais laisser peut-être les rapporteurs réagir, notamment aux questions de notre rapporteur. Oui, voilà. Pardon. Et j'ai oublié de saluer monsieur le rapporteur tout à l'heure, je le fais avec beaucoup d'amitié en cet instant, et saluer mon collègue William qui se trouve à distance. J'avais dit à saluer la collègue en entrant. Tout ceci pour être véritablement dans ce que l'éducation familiale nous a sommé de comprendre et d'apprendre dans des temps qui ne sont pas très lointains. Pour revenir à la notion de famille,
chez nous, nous avions ce qu'on appelle la famille élargie. C'était la structure qui nous permettait de bâtir famille, d'avoir une force familiale qui permettait l'élévation sociale de la famille élargie. Mais vous comprenez bien que cette famille élargie a été bousculée par ces départs massifs. Donc on est revenu un peu à la famille nucléaire qui, elle aussi, entrevoit l'avenir avec difficulté et qui se bat pour survivre. Et ça, il faut comprendre ça dans des difficultés de logement. Il y a des freins naturels, des difficultés à trouver du travail et parfois des difficultés à faire face, parfois même à la scolarité, surtout lorsqu'on passe au niveau secondaire et au niveau des études supérieures. Cela peut poser un problème quant à vouloir, disons, avoir une progéniture qui permettrait de permettre à la population de se relever. Mais la question n'est pas là. Je crois que la crainte de l'avenir est quelque chose. Parce que c'est un combat qui est mené dans ces territoires-là, des combats sociaux en permanence, sans voir le bout. Et avant, il y a quelques années, on était porté par l'espèce d'égalité qui allait venir. On est en 1946, on devient département. On allait être dans l'égalité républicaine. En 1974, que le président Giscard d'Estaing arrive dans nos territoires et qu'il voit l'état de nos territoires, il décide de la départementalisation. Vous comprenez bien. 1946 nous emmenait déjà, en termes administratifs et législatifs, à la départementalisation, mais en 1974, le constat est fait par le président de la République de l'époque lui-même. Et à ce moment-là, il prend des mesures pour vous dire le retard qui est là, le retard accumulé. Et Monsieur Claude Landésimé, nous avons un sens d'accompagnement des enfants aussi, l'amour des enfants. Et le désir d'enfant, il est là, mais il est peut-être réfréné par la réalité qui est brutale. Parce que nos territoires n'arrivent pas à entrevoir leur développement parce que brimés et brisés par des normes qui, le collègue Giovanni le disait à l'instant, venues de l'Hexagone et qui sont appliquées de facto dans nos territoires. Alors c'est vrai qu'on peut avoir un problème peut-être de fertilité posé par le chlordécone et les dégâts, disons, que cette molécule-là a causé sur la fécondité et qui est reprotoxique sur tout ce que les scientifiques ont déjà annoncé. Mais je pense que ce qui est important pour nous, c'est que la crainte de l'avenir vient briser, disons, vient alimenter la baisse de natalité. Et je voudrais dire quelque chose sur la monoparentalité. C'est vrai. Et vous allez voir un discours aussi qui faut entendre, la monoparentalité, c'est presque notre histoire. Avec l'esclavage, nous n'avions même pas droit de faire famille. Et dès que la mère avait accouché, l'enfant était gardé parce que déjà c'est un bien meuble qu'on devait prendre et garder pour vendre plus tard. Et le père ne devait pas trop s'attacher parce qu'il était carrément expédié, je fais un peu courant là-dedans, expédié sur d'autres propriétés. Cela n'a pas empêché qu'on ait une projection dans les années, vous allez me dire je me trompe, dans les années peut-être 90 où on devrait arriver à 420, 425 000 habitants au niveau de la Guadeloupe. Après qu'on ait une chute brutale. Cette chute brutale, M. Claude Valentin a expliqué la chute brutale, et c'est vrai, quand vous avez une détresse aussi forte, les IVG ne peuvent être qu'aussi élevées. Et ça, c'est un drame pour nous. C'est vécu par les familles, par les femmes comme un drame. Et seul, je le dis encore, et c'est presque notre mission au niveau de la nation, de faire entendre le besoin d'égalité républicaine et de développement de ces territoires-là qui ne peuvent être considérés encore plus longtemps comme étant des appendices. Riches de leur diversité, mais pas riches de l'égalité républicaine. Merci beaucoup, Monsieur Kalifer. Monsieur Seo, vous souhaitiez éventuellement ajouter quelque chose par rapport à la situation à Wallis et Futuna ou laisser la parole à Monsieur William, comme vous le souhaitez. Merci, Madame la Présidente. Moi, ce que je peux ajouter pour Wallis et Futuna, nous, on essaie aujourd'hui par tous les moyens de
de créer des emplois, d'essayer de rendre l'île attractive pour nos jeunes qui sont obligés de partir, mais qui ne voulaient pas partir. Donc essayer de trouver quelque chose qui soit adaptable. Par exemple, tout à l'heure, Giovanni l'a bien mentionné, le fait de faire des études, mais qu'ils n'ont pas de poste pour revenir sur le pays. Donc on est en train de voir quelle est la solution justement pour faire revenir nos jeunes sur le territoire pour pouvoir reproduire. Parce que nous, les jeunes vieux qu'on est aujourd'hui, on donne plus d'enfants. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Seo. Monsieur William, un dernier mot? Un dernier mot sur la question des désirs d'enfants. Écoutez, dans nos territoires, lorsqu'il y a plus de chômage, cherté de la vie, sans commune mesure, de l'insécurité, il est évident que le désir d'enfant, il est amoindri. Ça, c'est une première chose. Ensuite, désir d'enfant, écoutez, je viens de recevoir à ma permanence une jeune femme technicienne de laboratoire qui me dit qu'elle ne trouve pas de travail et qu'elle a des propositions en France hexagonale et qu'elle finira par partir. Ce qui fait que cette jeune femme de 20 ans, bien, qui a la possibilité de faire des enfants, va partir. Et peut-être qu'elle n'en fera pas parce qu'elle va se plonger dans son travail et peut-être que finalement, elle n'en aura pas, que ce soit en France hexagonale ou sur le territoire ultramarin. Ça, c'est une chose. Et puis, dernier élément, un problème également pour les couples qui sont en France hexagonale et qui souhaitent rentrer. Si l'un est fonctionnaire et il y a une mutation, l'autre ne l'a pas. Donc, on va devoir chercher du travail sur place. Ou alors, même si les deux sont fonctionnaires, un est fonctionnaire territorial et l'autre est fonctionnaire d'État, vous connaissez, vous savez très bien que les règles en matière de mutation sont différentes. Donc, l'un peut ne pas retrouver d'emploi par rapport à l'autre qui a une mutation. Donc là aussi, il y a des choix qui sont faits dans les couples et parfois, l'un choisit de rester sur place parce que financièrement, c'est compliqué ou alors, s'ils décident tous les deux d'y aller, eh bien, parfois, ça cause des problèmes parce qu'il y en a un des deux qui ne retrouve pas forcément d'emploi. Et donc, par rapport au territoire, par rapport à cette cherté de la vie qui est sans commune mesure, par rapport à ces difficultés d'employabilité, eh bien, finalement, ce désir d'enfant, eh bien, il régresse fortement. Voici, pour terminer, mes dernières observations et je salue évidemment mes collègues. Je vous remercie très sincèrement. On aurait aimé faire durer le... Allez-y, Monsieur Madame Khalif. la Présidente, j'abuse de votre gentillesse. Mais écoutez, j'aimerais juste vous dire que les recommandations 45, c'est ça, 45, 44 et 45 de notre rapport ne sont pas des recommandations, comment dirais-je, légères. Parce que vous passez un concours, vous êtes contractuel. Vous passez un concours dans l'éducation nationale. Vous êtes muté, vous êtes contractuel sur le poste depuis 10 ans. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Vous êtes muté directement à Versailles ou ailleurs. Et sur votre poste revient un contractuel. Il sort du national. Mais cette même personne, comme vient de le dire le collègue Giovanni, eh ben, partira au national, restera 10 années, contactera famille et ne reviendra pas. Mais pour ces concours-là, c'est l'exemple laquelle nous demandons tout simplement qu'il y ait des concours, disons, à affectation locale. Il y a des mesures à prendre pour qu'on puisse arrêter la saignée. Le constat est fait depuis bien longtemps. Maintenant, c'est comment trouver des solutions. Je peux vous dire que les enfants, nous les aimons. Hein. Moi, je sors d'une famille de 11 enfants. Vous voyez. Et moi, j'aime en avoir. J'aime les voir.
Donc ce n'est pas un problème d'enfant. Et que peut-être aussi regarder comment on pourrait donner les moyens, car il y a 2 jeunes antillaises qui se battent aussi en Martinique pour accompagner, disons, l'infertilité qui est observée sur nos territoires. Il serait bon que ça sorte du privé et puisse passer au niveau, au moins être accompagné fortement par le service public. En tout cas, merci à vous de nous faire l'honneur de nous auditionner dans le cadre de cette mission qui est la vôtre et qui touche l'Europe aussi, qui va toucher l'Europe et qui va être un problème même de société, de modèle de société. Et c'est déjà le cas pour nous dans les Antilles, parce que Giovanni William disait à l'instant, nous devançons toujours, mais pour nous aussi, la culture, notre culture qu'on vient de mettre en place quelques années de notre histoire, 1848, eh bien ça va être bousculé par l'apport de d'autres populations qui arrivent chez nous. Et le créole même peut-être peut disparaître aussi, qui est notre langue que nous avons bâtie dans l'esclavage et dans les fers. Merci beaucoup pour votre participation à nos travaux. J'aurais aimé que nous ayons plus de temps à y consacrer, mais c'était vraiment passionnant et cela nous permet de nous rappeler que plus encore qu'en France hexagonale, la question de la natalité dans les Outre-mer, comme vous le disiez, n'est pas une question de désir d'enfant, mais bien une question beaucoup plus globale de parcours de vie et de capacité à pouvoir se projeter dans l'avenir sur son île et dans ses territoires. Un grand merci à vous pour l'éclairage que vous avez apporté à nos travaux.